Il y en a juste trois. Ma première question, aujourd'hui, 17 pays, cette année, 17 pays africains fêtent leur indépendance officielle. Est-ce que d'après toi, une perspective générale, est-ce que l'Afrique est vraiment indépendante 50 ans après? C'est important cette question, puisqu'on a très tôt fait une confusion entre indépendance et accession à la souveraineté internationale. C'est-à-dire que dans les années 1960, il y avait deux situations. Il y a ce qu'on appelle les indépendances arrachées, en Algérie par exemple, en Guinée, même en Guinée. Il y a maintenant le cas des indépendances négociées, comme le cas du Sénégal entre autres. Et cette différence à la naissance de ces actions d'indépendance a fait que pour certains pays, sauf ceux qui ont connu des mouvements en arrière, la notion d'indépendance, on a tenté de monter des États. Et dans le cas des pays pour lesquels c'était négocié, on n'a jamais tenté la construction de quelque chose. Alors, dans les deux cas, ceux qui ont tenté la construction de nations n'ont pas trouvé les forces pour les tenir. Par contre, ils ont trouvé des forces pour les anéantir. Je pense à toute la politique néocolonialiste de la France, autre chose, du temps de la droite française avec Jacques Foccart, etc. Il y avait des sentinelles du néocolonialisme en Afrique, l'ancien président sénégalais Senghor, etc., ou des gens au fil de Boigny qui pensaient qu'ils n'osaient rien faire en dehors de la France. Et à côté de ça, il y a de timides tentatives de sortir de ce bourbier. Donc il n'y a pas en vérité un cinquantenaire commun en vérité. Il y a que chaque cas est un cas à part. Et la mission de ces États, c'était de créer des nations. Au départ, on actionne la souveraineté nationale, il y a un territoire, il y a un hymne, il y a un drapeau, il y a un gouvernement, il y a un État, il n'y a pas de nation, il faut construire la nation. Et c'est sur ce champ-là que les différents États, pour l'essentiel, ont échoué. Et cet échec-là fait qu'à la limite, on a l'impression qu'on vient de commencer l'action de la souveraineté nationale. Donc on a fait 40 ans à regarder de près, peut-être qu'au niveau de construit, du solide, on n'a pas fait plus de 10 ans. Parce qu'il y a eu une longue phase où l'on se cherchait, où l'on tournait en rond, où la mission principale qui était la construction des États, on avait échoué dans cette logique-là. Et après cet échec-là, aidé, c'est vrai, aidé par les puissances impérialistes et donc la plus néocolonialiste, les États africains sont responsables, mais ils ne sont pas totalement seuls responsables. Donc il y a ce jeu extérieur qui a fait que on arrive aujourd'hui à 50 ans mathématiques d'indépendance, entre guillemets. En vérité, si on regarde au niveau des possibilités de construction, il n'y a peut-être pas 10 ans d'indépendance. Pour les pays qui ont tenté quelque chose. D'autres qui n'ont rien tenté en sont encore à la phase ils sont en train de chercher. Et on trouve toutes les solutions, toutes les dérives qui font que, par exemple, bon, il y a cette cascade de fils à leur père, qui est bien l'expression du non-construit. Parce que sinon, quand on avait construit quelque chose, il n'aurait pas été possible de poser cette question d'une sorte de dynastie républicaine. Donc voilà, il n'y a en fait, en guise de conclusion, qu'un balbutiement de l'indépendance. Il y a 50 ans qu'on a accédé à la souveraineté nationale. Dans la construction de l'indépendance, on a fait très peu, disons que ça peut être évolué à 10 ans. Et pour toi, quel est le facteur qui a fait que cette indépendance, le facteur majeur, à ton avis, le facteur majeur qui a empêché cette indépendance? Alors, pour l'Afrique, le premier élément, c'est que les États nains ne sont pas des entités louables. On ne peut pas engager un processus de développement. Quand je dis développement, j'entends harmonie interne et harmonie avec le monde. Arriver à trouver une place dans le monde qui soit une place harmonieuse où l'on produit, où l'on organise le monde par rapport à ses propres besoins. Dans cette logique-là, le facteur premier, c'est que nous sommes allés depuis 1885 à Berlin. Il y a eu donc cette fameuse balkanisation et l'existence d'États nains, de micro-États qui ne constituent pas des marchés viables, ne permet pas des projections sur longue période. Après, on a une sécurité, très vite, on est bloqué par l'étroitesse du marché, l'étroitesse du territoire. Donc c'est le premier facteur. Les États nains ne sont pas des cadres louables pour construire
des entités politiques pour engager des politiques de développement. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y a quand même des tares à l'intérieur des sociétés africaines. Tares que je peux résumer en deux éléments. Il y a entre, comment on appelle ça, une sorte d'hypocrisie culturelle qui fait qu'on ne dit jamais à l'autre ce qu'on pense de lui. Et donc, il y a toujours un jeu de cache-cache qui fait qu'on ne sait jamais à qui se fier. Ça, c'est une sorte de tare culturelle qui est profonde. Le troisième facteur, c'est une impréparation des élites à leur fonction de diriger des États, de construire des entités politiques. Nous sommes allés à l'indépendance un peu par les à-coups d'une logique internationale. C'est par exemple, dans le cas du Sénégal, c'est la radicalisation de la guerre au Vietnam qui oblige, pour éviter l'éclatement de l'Empire colonial français, avec la loi Gaston Defferre, à refaire un réarmement pour tenter les choses. Et donc c'est dans cette logique-là, d'une France qui cherche à se stabiliser, suite à ces guerres coloniales, qu'on bascule à l'indépendance dans l'accession à la souveraineté nationale, et avec comme défaut une impréparation fondamentale de ce qu'on appelle les élites africaines. On a vu de petits comptables devenir ministre des Finances, et de petits secrétaires de cabinet devenir ministre des Affaires étrangères, sans avoir une capacité de concevoir, de se battre sur le monde, que les relations étaient des batailles, étaient des guerres. Ça, c'est le deuxième volet. Et puis ensuite, il y a le contre international qui n'a pas été favorable. Les pays colonisateurs ont voulu garder chacun les anciennes colonies comme des choses gardées. La France n'avait pas intervenu dans les colonies anglophones, l'Angleterre n'avait pas intervenu dans les pays francophones. Et derrière tout ça, il y a maintenant cette guerre froide, qui fait que le choix était difficile. Et je pense qu'on a traîné tout ça. Ça a été un ensemble de facteurs qui ont été des facteurs qui ont annihilé l'essentiel des forces pour les pays qui ont tenté quelque chose. Il y a d'autres qui sont restés à la traîne. Voilà. Et un peu le Sénégal, c'est un peu ça. C'est une incapacité, une cohérence de système qui fait que, bon, on a fait 50 ans de route. Quand on évalue en construction, en programme, on n'a pas fait 10 ans. Et si aujourd'hui tu pouvais commencer par un projet, quel serait le projet qui est le plus important? Ah, c'est l'intégration africaine. C'est au moins là, on a des problèmes vrais. Mais tant qu'on est dans le cadre des États nains, on n'a que de fausses solutions. Parce qu'il n'y a pas de viabilité. Or, aujourd'hui, la logique du monde, c'est les grands ensembles. Les États-Unis sont un grand ensemble, l'Amérique latine intègre un système d'intégration, l'ASEAN avec... En plus, en Asie, chaque pays est un marché à part. La Chine, c'est 1 milliard d'hommes, le Pakistan, c'est comme l'Inde, 600 millions d'hommes, etc. Ici, le Sénégal, c'est quoi? C'est 12 millions de personnes. La Gambie, c'est quoi? 3-4 millions de personnes. Vous ne pouvez rien construire avec ça. Et c'est là. Donc, la première chose, je crois, c'est de créer des espaces viables. Et ces espaces viables supposent d'abord l'intégration. Je ne dis pas que l'intégration est la solution du problème, mais à ce moment-là, on aura de vrais problèmes, dont la résolution permettra de construire du solide. Voilà, c'est ainsi simplifié. Merci beaucoup.